Madame, monsieur, merci d'être fidèle au premier rendez-vous. Plus de 10 heures de reportage depuis Spa-Francorchamps pour les 24 heures et puis aussi pour un coup d'œil sur tout ce qui compose le sport automobile et même la moto à un niveau belge, à un niveau international, car si c'est la fête nationale aujourd'hui et chacun l'a fêté dans tous les coins et recoins du pays, eh bien c'est aussi la fête du sport automobile national, international. C'est comme cela, Christian Lahaye, qu'il faut concevoir les 24 heures de Spa-Francorchamps. Tout à fait, Richard, parce qu'il n'y a plus de championnat d'Europe, plus de championnat du monde. Alors les organisateurs, effectivement, ont ratissé large cette année pour avoir 2 groupes A et 2 groupes N avec 12 classes différentes. C'est vrai, les puristes nous diront que cela fait un peu spécial parfois. Mais ce qu'il fallait, c'était avoir le plus de voitures possible. Et là, c'est particulièrement bien réussi puisque l'organisateur a fait le plein. Oui, 68 voitures au départ et cela signifie que nous allons voir maintenant la composition de cette grille des séances d'essai que vous avez suivie très attentivement puisque au micro pour le public, Christian, la première ligne. La première ligne est occupée par la Ford Sierra numéro 1 de Bernd Schneider avec Olaf Mantei et Eddie Hossen, donc un Belge en première ligne, mais c'est Schneider qui prendra le départ. À côté de lui, la BMW de Alfred Heger, un ancien double vainqueur de ces 24 heures de Francorchamps. En deuxième ligne, l'autre Ford Sierra Egenberger, celle de Frank Biela notamment. Puis nous aurons des BMW. Vous savez qu'il y a 6 bonnes BMW, celle de Girois, celle de Sauper, celle de Jacques Lafitte, avec notamment Jean-Michel Martin qui est associé à l'écurie Bigazzi avec Marc Duet que nous retrouverons sur la voiture numéro 24 qui sera pilotée en début de course par Dieter Quester, avec Eric Bachelard sur la 28 et avec Patrick Sloos sur la 29. C'est une dame qui conduira cette voiture, c'est Hélène Laure qui prend le départ en 4e ligne. La première voiture qui n'est pas une BMW et qui n'est pas une Ford est une Toyota, c'est la Supra de Hoshino. Et puis nous avons la première voiture du groupe N, la Porsche de Thierry Van Dalen, de Patrick Neve et de Claude Bourgoigny, sortie de route de jeudi, mais enfin tout va bien. Puis la Sierra de Bornebouche, la Sierra de Thierry Tassin, une voiture un peu moins performante que les Sierra de base, les Egenberger, mais enfin une très belle performance signée par Thierry Tassin. Plus loin, nous trouvons encore une Toyota Supra, celle de Misaki, un excellent chrono réalisé par Vincent Bertinchamp. Encore une Toyota Supra, il y en a 3 qui nous viennent du Japon, celle de Kurosawa. Encore une bonne impression laissée par Philippe Houbeck sur la BMW M3 du groupe N, la voiture numéro 90. Nous aurons une Porsche 944 conduite par l'habituel Michel Dedain. John Lagodny est un luxembourgeois sur une BMW M3. Voilà pour les 9 premières lignes. La 10e ligne avec une Porsche bien conduite par Jean-Paul Libert notamment, Roland de Jamblin et Guinève. Bagnan, toujours une BMW. Il y en a pas mal. Celle-ci est engagée en groupe N. Voilà donc le gros de la troupe devant. Il y a 2 Ford Sierra et 6 BMW qui peuvent revendiquer la victoire. Oui, c'est donc le match BMW Ford, arbitré peut-être par Toyota, arbitré par Nissan, avec des voitures en groupe N FISA. Il faut dire, Christian, que cette épreuve, ne comptant en fait pour rien, a beaucoup d'intérêt. Je veux dire, si elle ne compte pour rien, c'est-à-dire qu'elle n'entre pas en ligne de compte du moindre championnat. Il a donc fallu faire l'amalgame de choses intéressantes en tourisme. Ce sont des voitures du groupe A, ce sont des voitures du groupe N belge et des voitures du groupe N FISA, avec aussi des voitures qui participent au championnat d'Allemagne. Tout à fait, les voitures du championnat DTM, le championnat d'Allemagne, qui sont les plus véloces. Les 8 premières voitures appartiennent à ce championnat-là. Et ce qui est cocasse à signaler, c'est que ce sont des voitures qui roulent avec des échappements normaux, donc pas d'échappement libre. Donc les plus véloces en piste seront aussi les moins bruyantes. C'est le monde à l'envers, mais enfin l'organisateur a bien fait de rappeler un maximum de gens, un maximum de disciplines, un maximum de groupes et de classes pour faire le plein comme on le disait. C'est vrai que cela peut paraître spécial de voir une Porsche là-bas tout au loin dans cette grille de départ, mais l'intérêt c'est de faire la grande fête du sport automobile. C'est la plus grande course des voitures de tourisme dans le monde à laquelle nous allons assister tout au long de ces 24 heures. C'est la raison pour laquelle aussi la RTBF et Télé 21 en particulier a réalisé un effort conséquent, beaucoup de reportages et aussi les caméras comme pour la Formule 1 avec 2 caméras dans 2 voitures. Mais c'est maintenant le moment, c'est l'instant. C'est un départ lancé pour cette édition 1990 des 24 heures de Spa
Francorchamps, organisé par le Royal Automobile Club de Belgique. Ils vont s'élancer maintenant. Il est un tout petit peu plus de 17 h et c'est le feu vert pour cette édition des 24 heures avec la question traditionnelle au moment du départ. Qui va jouer le lièvre? Qui va faire de ces 24 heures une course de vitesse au lieu d'une course d'endurance? Voilà toutes les questions, voilà toutes les données. Vous tentez d'y répondre? Oui, on peut imaginer que comme il y a deux voitures dans chacune des grandes écuries, on peut imaginer qu'elles auront chacune un tableau de marche différent. Et notamment, on l'a vu, les Ford Eggenberger, la voiture numéro 1 et la voiture numéro 2, pilotées par Schneider et Biela, deux excellents pilotes allemands. Bernd Schneider est un ancien pilote de Formule 1 qui espère y revenir d'ailleurs à la F1 lorsque Porsche reviendra également. L'an prochain, on voit que Schneider est parti en tête. En deuxième position, nous avons Frank Biela. Et puis à l'attaque, déjà, nous avions une BMW Bugatti aux alentours de la 4e place. Voilà la voiture qui est en deuxième position. Casque jaune pour Frank Biela, qui habituellement conduit une Mercedes dans le championnat d'Allemagne, mais qui a gardé un contrat avec Ford, ce qui explique sa présence sur une telle voiture. Les deux voitures Sierra Eggenberger, donc aux deux premières places. Il faut noter, Richard, que l'an dernier, c'est une Sierra Eggenberger qui a remporté l'épreuve, mais que le préparateur suisse ne participe plus au championnat d'Allemagne et donc c'est éventuellement un handicap pour lui. Alors nos voitures avec les caméras, c'est Thierry Van Dalen et la Porsche que nous accompagnons maintenant pour ce premier tour de piste. Et puis il y a encore une autre caméra dans la voiture numéro 82 qui est une Toyota MR et là-dedans, eh bien, on ne peut rien vous montrer parce qu'elle n'est pas encore partie. Non, effectivement, cette voiture n'a pas pu prendre le départ. Il y a eu quelques problèmes, notamment pour la petite Toyota de Patrick Sneyers et notamment pour cette autre Toyota, celle conduite par Renaud Verheid, un excellent pilote de rallye. Caméra à bord pour nous, mais en tête, alors que là on voit un beau peloton avec les Porsche. En tête, deux Ford Sierra. Dans ce peloton-là, une Ford Sierra également, c'est celle de Thierry Tassin. Alors un premier tour bouclé vite, sans doute le plus vite pour ce week-end, sous la conduite de Bernd Schneider, avec cette voiture qui nous donne l'impression de participer à une séance qui doit durer 40 ou 45 minutes. Mais c'est important de boucler en tête le premier tour psychologiquement et puis pour les annonceurs. Oui, pour les annonceurs, pour la pub, c'est une évidence. Et puis pour ne pas être mêlé à la bataille du peloton. Vous savez qu'on peut être surpris par un accrochage d'entrée de jeu. Donc c'est bel et bien la manœuvre tentée par les Ford de Sierra Eggenberger. S'extirper au plus vite du peloton, c'est réussi parfaitement pour l'Allemand Bernd Schneider avec son casque aux couleurs allemandes. Et pour Frank Biela, son partenaire sur l'autre voiture. À noter que sur la 1, on retrouvera un Belge tout à l'heure en la personne d'Eddie Hausen. Voilà, 1 et 2, c'est l'ordre, c'est le passage au terme du premier tour. Toujours une voiture avec notre caméra à l'arrêt dans le stand, la numéro 82, la voilà. Et on parlait beaucoup de cette voiture dans les stands parce qu'on travaillait au niveau du moteur. C'est Verheid qui se trouve au volant et qui va tenter de rattraper le tour de retard. Ce sera sans doute une belle image, cette remontée à vivre de l'intérieur, pas de changement en tête. On va voir un petit peu plus loin pour le troisième, c'est la numéro 28, c'est donc Alfred Heger. Alfred Heger qui a remporté à 2 reprises les 24 heures de Francorchamps et qui a surtout remporté dernièrement les 24 heures du Nürburgring en compagnie de Schmickler. Et leur troisième associé ce week-end est notre compatriote Eric Bachelard qui fait une excellente reprise aux États-Unis. Oui, les 24 heures du Nürburgring, comme le dit Roger Roberts, on en parlera tout à l'heure. Oui, car nous allons truffer ces 10 heures de reportage d'un certain nombre de choses concernant les 24 heures. Nürburgring et Francorchamps, ce sont deux championnats associés, mais c'est simplement aussi pour faire le clin d'œil, bien sûr, aux Allemands qui s'engagent ici. Et puis, d'autre part, d'autres activités. Vous avez eu l'occasion dans votre quotidien préféré de voir tout ça par le détail. Retrouvons maintenant en direct Christian Lahey et Richard Debert sur le circuit de Francorchamps où un duel BMW Ford devrait se préparer. Voilà, nous sommes en direct maintenant des 24 heures de Spa.
Il y a à peu près 20 minutes que la course a commencé et Christian Lahaye, il n'y a pas de changement pour les deux premiers, mais derrière, on peut dire, on s'est quitté lorsqu'il y avait ce peloton de 8 qui sont les 8 les plus forts et là-dedans, la bagarre est déjà ferme, mais pour les premiers et deuxièmes, pas de changement. Non, pas du tout, pas de changement et les 8 premiers sont effectivement là et bien là, les 8 voitures candidates à la victoire finale. Avec toujours en tête Bernd Schneider devant son compatriote Frank Biela, les deux pilotes allemands qui roulent en formation, comme vous pouvez le voir. Et puis un petit peu plus loin, nous avons les BMW. Tout d'abord, la voiture numéro 28, pilotée par Alfred Heger, devant la 27 qui vient ensuite, qui est celle notamment de Steve Soper. La 25 et la 26 sont un petit peu plus loin et viennent encore plus loin, la 24 et la 29. Vous l'avez dit Richard, les deux Sierra Eggenberger rouge et blanc sont là dans le fond. Elles sont première et deuxième. Celle qui a les phares éteints est celle de Bernd Schneider. Celle qui a les phares allumés est celle de son complice Frank Biela. Et puis derrière, les 6 meilleurs BMW qui appartiennent à 3 écuries semi-officielles, Linder, Bigazzi et Schnitzer. C'est parmi ces 8 candidats, sauf surprise de taille, qu'il faudra relever le nom du futur vainqueur des 24 heures de Francorchamps. Alors une voiture à l'arrêt depuis un petit moment, c'est la voiture numéro 92. Piloté par Chartier, Wagner et Deville, par brise cassée au début, c'est important, alors qu'on prend maintenant un autre leader après le 9e tour, nous sommes dans le 10e. Et oui, les phares allumés ont donc servi à quelque chose pour Frank Biela qui n'essaie sûrement pas de se tirer des flûtes ou d'abandonner son camarade. Non, non, il a bien profité de la sortie du raidillon pour reprendre la première place et c'est à lui maintenant de chasser les pilotes moins rapides qui se trouvent devant parce que vous l'aurez constaté, les meilleurs ont déjà rattraper la fin du peloton et c'est un moment très difficile pour les pilotes, les dépassements, surtout que certains d'entre eux sont un peu moins habitués. Il faut trouver son rythme, sa cadence. Nous attendons la 3e voiture et on constate qu'il y a encore eu un petit changement maintenant puisque c'est la 27 devant la 28 avec donc cette petite modification. Steve Soper devant Alfred Heger. Steve Soper, le Britannique, qui est considéré comme l'un des meilleurs pilotes BMW qu'il existe au monde, et Alfred Heger qui monte sur la bordure là-bas dans le fond et qui avait remporté récemment les 24 heures du Nürburgring et déjà 2 fois vainqueur des 24 heures de Francorchamps. Alors, on vous signalait tout à l'heure une voiture à l'arrêt dans le stand avec un pare-brise éclaté. Alors, on n'a pas le son avec Pierre Robert pour le moment, mais il est tout de même important de montrer l'image. Là, voilà, c'est vraiment la poisse, Christian Lahaye, d'avoir ce problème-là dès les premières minutes. C'était après 12 minutes seulement. Oui, tout à fait. C'est absolument incroyable de préparer les 24 heures pendant des semaines et des semaines, de venir faire de très longs essais ici à Francorchamps et même avant, et puis de casser un pare-brise, ce qui est vraiment l'incident le plus banal que l'on puisse imaginer. Alors que la voiture numéro 70 est elle aussi en difficulté. L'Opel notamment de Didier Noirom, cette voiture, cette petite cadette, est arrêtée elle aussi à son stand avec un pilote derrière les bras ballants qui se dit, bien, après quelques minutes de course, pourquoi pour nous? Et sur la voiture numéro 89, pilotée par Vanir Scott de Toisy et de Lesseps, eh bien, un échappement perdu déjà, mais la voiture est rentrée au stand et elle est repartie. L'Opel cadette est elle aussi toujours arrêtée à son stand, en difficulté donc au tout début de l'épreuve, et les mécaniciens se penchent sur le moteur. C'est donc de ce côté-là qu'il y a peut-être quelques faiblesses, alors que Frank Biela, bien entendu, est toujours en tête de l'épreuve devant Bernd Schneider, les deux Sierra Eggenberger que nous retrouvons là au pied du raidillon et qui dépasse déjà quelques Porsche un peu moins rapides. Cette Peugeot a connu des problèmes elle aussi en début de course, elle a dû s'arrêter à son stand, donc pour certains pilotes ça a déjà été très éprouvant, mais regardez-les avec quelle facilité pour l'instant elle domine cette épreuve des 24 heures de Francorchamps. Il faut noter qu'une Sierra Eggenberger, notamment conduite par Bernd Schneider, l'avait emporté l'an dernier. Ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que Eggenberger n'a plus de course, il ne dispute plus de course dans le championnat d'Allemagne, donc cette année simplement une participation aux 24 heures du Nürburgring qui n'avait pas été très bonne, pas de victoire en tout cas et de gros problèmes, et une participation seulement aux 24 heures de Spa de 2 voitures qui ont été montées, construites, affûtées uniquement pour cette épreuve-ci et pour le double tour d'horloge allemand. C'est un fameux risque pris par Eggenberger depuis que Ford a quitté le championnat d'Allemagne et donc que le préparateur suisse est quelque peu au chômage technique. C'était un coup d'œil aussi sur la voiture de Libert, Neve et de Jamblin, la Porsche numéro 52. Au stand, la 72, perte d'huile
au moteur et des problèmes de train avant pour la numéro 70 que nous avons montré. Et également au stand, voilà donc les problèmes techniques qui surgissent tôt parce qu'on est à peine depuis moins d'une demi-heure du départ. Et cela, Christian, c'est peut-être le problème de la chaleur quelque part qui joue déjà un rôle néfaste. Tout à fait, alors que là on a trouvé le pare-brise qui change de couleur et qui va donc permettre à cette voiture de repartir dans quelques instants. C'est vrai que la chaleur va jouer un rôle déterminant dans cette course. Il fait très très chaud ici à Francorchamps, c'est dur pour les mécaniques, c'est dur pour les pilotes, c'est très dur aussi pour ces voitures-là à moteur turbo, ne l'oublions pas, par rapport aux BMW qui sont à moteur atmosphérique. On sait que les turbos souffrent habituellement de la chaleur. Cela pourrait être un handicap, mais sûrement pas en début de course pour ces Ford Sierra Eggenberger qui trônent, qui sont devant avec beaucoup de facilité. Et derrière, il y a les 6 BMW avec notamment celles de Sauber et de Heger qui jouent au chat et à la souris depuis le début de la course. Beaucoup de changements entre la 27 et la 28 pour détenir pour l'instant la 3e place. Mais nous n'en sommes encore nulle part. Il y aura énormément de ravitaillement et quelques complications techniques. C'est l'évidence durant la nuit et surtout le petit matin de demain. Oui, mais nous n'y sommes pas encore. Il faudra souffrir au préalable et c'est eux qui souffrent. Ce sont des mécaniciens auprès desquels on fera de temps en temps une incursion avec Pierre Robert. Et si Pierre Robert souhaite intervenir, on lui lance l'appel comme ça sur antenne en disant qu'il peut bel et bien faire quelque chose lorsqu'il le souhaite, nous apporter un complément d'ordre technique essentiellement. Ce que je peux vous dire aussi, Richard, c'est que pour l'instant, c'est la voiture numéro 90 qui est pilotée par Philippe Houbeck qui est en tête en groupe N. Alors Philippe Houbeck, c'est un pilote tout à fait méconnu en Belgique et certainement sous-estimé. C'est quelqu'un qui n'a pas l'occasion de rouler très souvent en course, mais pour les 24 heures de Francorchamps, eh bien, il avait l'opportunité. Il l'utilise à merveille. Cette voiture est en 11e place du classement général. C'est une BMW, donc en tête en groupe N. Elle est incomparable avec ces BMW M3 qu'on nous montre à l'image maintenant. Philippe Houbeck qui me disait encore hier soir qu'il ne savait pas s'il allait pouvoir disputer les 24 heures de Francorchamps pour une question de budget. Finalement, il a trouvé l'argent en toute dernière extrémité. Comme cette voiture domine le groupe N, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, une bonne nouvelle aussi, nous avons le son et le contact avec Pierre Robert. Cela signifie qu'il peut intervenir maintenant et nous donner de l'intérieur une petite explication concernant le pare-brise cassé. Tout à fait, Richard. Je me trouve dans les stands avec Serge Michel, le team manager. Alors, c'est assez extraordinaire ce qui vous est arrivé en ce début de course. Surtout malheureux, je peux dire. En fait, deux problèmes se sont posés. Le premier, c'est d'abord l'état de santé de la personne que le pilote a pris. Et visiblement, là, on est rassuré au sujet de cette personne. Et le deuxième, c'était d'enlever le pare-brise, qui est un pare-brise collé. Donc, automatiquement, ça prenait énormément de temps. Et de retrouver surtout un pare-brise. Or, je vois que le deuxième problème est résolu. Croisons les doigts et je crois qu'on est bien reparti pour les 24 heures. Il y a une petite étoile dans le pare-brise, ça ne vous gêne pas pour repartir? Non, ça devrait convenir et j'espère qu'on sera du genre partout. Allez, merci Serge Michel. Richard, simplement pour rappeler aux spectateurs d'être prudents certainement dans les stands, puisque c'est un spectateur qui a été pris dans les stands au moment du passage de cette BMW. Oui, merci Pierre. La 87 est repartie au ralenti, on l'a à l'image à l'instant, effectivement, la voiture numéro 87, Christian. Helmut Hennes, oui. Un pilote qui participe donc à ces 24 heures de Francorchamps, mais qui est déjà en difficulté. Pierre Robert nous l'a dit, donc un accident avec quelqu'un qui traversait imprudemment la zone des stands. C'est vrai que c'est un problème qui peut survenir ici à Francorchamps et partout ailleurs. C'est vrai qu'il faut répéter quelques conseils de prudence. Pas de prudence par contre pour les deux Sierra Eggenberger Cosworth à moteur turbo qui sont en tête de l'épreuve depuis le début. La 2 a pris un petit avantage maintenant. Elle est pilotée par Frank Biela, un pilote allemand. Et en deuxième position, Bernd Schneider avec les phares éteints qui a perdu un tout petit peu de terrain mais qui ne s'en fait pas comme il va se passer énormément d'événements pendant ces 24 heures. Il ne sert à rien de courir trop maintenant. Voilà Bernd Schneider qui négocie la source en dépassant la seule Opel Omega engagée dans cette épreuve. Alors Bernd Schneider pour la voiture numéro 1, Biela pour la voiture numéro 2. Parlons un petit peu des équipiers. C'est important la composition des équipes. Christian Biela qui aura H et Lindström comme équipiers tout au long de ces 24 heures. Pour Schneider, c'est Mante et surtout notre Eddie Jossen. Oui, tout à fait. Une des grandes difficultés dans cette course, c'est d'avoir un équipage tout à fait homogène. À ce propos, Jean-Michel Martin nous expliquait que la meilleure solution, c'est de prendre un excellent pilote et de faire deux photocopies
parce que 3 pilotes ont 3 styles de pilotage différents. Ils freinent autrement, ils montent certains en tout cas sur les bordures, ils changent de vitesse un peu ou un peu moins brutalement. Donc, alors que la moyenne est belle quand même, hein, 160 juste. Oui. Et c'est vrai donc qu'il faut trouver des équipages les plus homogènes possibles. Alors, comment font les directeurs d'écurie? Ou bien ils mettent ensemble les pilotes avec lesquels ils travaillent habituellement, ou bien ils mettent ensemble les pilotes qu'ils apprécient le plus, ou bien de bons copains, des gens qui s'entendent bien sur le plan psychologique. C'est vrai que certains pilotes n'ont pas envie de rouler avec d'autres parce qu'ils ont une réputation qui est un petit peu moins bonne. Et chez Eggenberger, une parfaite répartition des masses, si l'on peut dire. On a quand même été surpris de voir à quel point Eddie Hausen est bien considéré dans l'écurie Eggenberger, dans la mesure où il est l'équipier de Bernd Schneider, qui est le pilote numéro 1 de cette formation. Encore une voiture au stand à l'arrêt. Pas mal de difficultés en ce début de course. Voilà, c'est Philippe Ménage apparemment qui est en difficulté avec la voiture numéro 72 et nous retrouvons la tête, Frank Biella, qui dispose d'une Ford Sierra ce week-end et d'une Mercedes dans le championnat d'Allemagne, championnat d'ailleurs où il se trouve habituellement très bien placé. Christian, vous continuez à jeter un coup d'œil bien sûr sur l'écran et sur la situation. Nous avons nos premiers invités dans notre cabine et c'est bien sûr à tout seigneur, tout honneur, l'organisateur Jos Dekens qui participe à ce petit changement dans notre studio en compagnie du ministre Jean-Pierre Graffet qui n'a pas manqué un moment le départ. Je crois que, monsieur le ministre, c'est un moment intense auquel vous teniez à participer tout en jetant un coup d'œil aux alentours. Alors, d'abord, votre sentiment sur le départ de la course. Alors, un départ parfait, mais surtout une ambiance extraordinaire. Il y a pas mal d'années que je n'ai plus vu un tel succès et un intérêt à Francorchamps et je m'en réjouis. Vous avez le sport dans vos attributions pour la communauté française, monsieur le ministre. Cela signifie que l'intérêt que vous portez au sport mécanique, la moto et la voiture, c'est quelque chose que vous ne négligez pas par rapport au sport beaucoup plus populaire tel que le football. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous nous étions axés surtout sur les sports physiques. Et c'est nouveau, l'ADEPS, notamment mon département sport, entre dans le sport mécanique pour la formation des jeunes. Beaucoup de jeunes pratiquent bien sûr la moto ou la voiture et il est important qu'ils puissent d'une façon sportive se préparer à être formés pour ce genre d'engin. Je viens de voir pour l'instant par exemple Jobé, puisque c'est une grande nouveauté supplémentaire, ce circuit pour des compétitions au point de vue moto et c'est un tout gros triomphe également. Alors je crois que Francorchamps va devenir presque, si j'ose dire, le Walibi du sport mécanique. Et c'est une chose importante, cela signifie qu'il faudra encore modifier quelques petites choses et on pense surtout à la notion de circuit permanent. Voilà, d'abord nous avons voulu ces dernières années surtout améliorer deux choses, la sécurité et le confort et l'accueil des spectateurs, parce que c'est très beau un Grand Prix ou 24 heures de Francorchamps, mais il faut aussi que les supporters, les spectateurs, tout ce qui est intéressé par le sport mécanique soit bien accueilli. Et c'est des sommes considérables, mais aujourd'hui je crois qu'on ne le regrette pas. Le soleil nous y aide évidemment, mais nous sommes récompensés. C'est une fête aujourd'hui. C'est la fête du sport, mais c'est aussi une fête pour la région, parce que je pense, comme ministre du Tourisme maintenant, à toutes les retombées économiques qui vont retomber pendant ces jours-ci sur toute la région de Spa-Francorchamps. Et c'est aussi une grande satisfaction. Monsieur le ministre, il y a dans le monde politique des divergences, bien sûr. On entend dans le Parlement des échos parfois contradictoires à propos notamment des reportages que la RTBF consacre à la Formule 1 en disant montrer ainsi la vitesse, le danger, c'est pas une bonne leçon pour les jeunes. Vous avez une autre opinion? Je crois qu'il ne faudrait pas se limiter uniquement et réduire le sport mécanique à des grands prix de Formule 1. Bien sûr. Mais tout ce qui contribue à améliorer la qualité de la mécanique et des 24 heures des grands prix de Formule 1 sont certainement des éléments vitaux, font que pour l'ensemble des citoyens et pour la sécurité sur la route, c'est un progrès, certainement pas un mauvais exemple. Alors je vous dirais que quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, faut-il fermer le circuit de Francorchamps? Je crois qu'à moyen terme, il nous faut un circuit
Et pour l'Europe, Francorchamps est certainement le plus beau circuit, et peut-être du monde, que nous puissions sur le plan de l'environnement créer. Donc, il faut le faire vivre. Et pour le faire vivre, si on le ferme, il faut de l'animation permanente. On ne peut pas fermer un circuit aussi important s'il n'y a pas sa raison d'être d'une façon permanente. Et c'est pourquoi nous allons créer toute une série d'animations sport mécanique à l'intérieur du circuit. Le motocross, aujourd'hui, est le premier exemple. Demain, nous allons avoir une piste de go-kart. Pas un go-kart pour enfants, un vrai go-kart, karting. Nous aurons aussi du trial. Et nous sommes en train de restaurer, les travaux viennent de commencer, notre ancienne douane au pied du Rédillon, qui sera le centre de formation ADEPS pour le sport mécanique. Alors vous voyez qu'il y aura pas mal de choses et on peut imaginer encore d'autres choses. Vous savez qu'il y a des tas de sports pour l'instant qui se développent. Nous allons exploiter au maximum le centre de Francorchamps pour préparer sa fermeture et que tout en étant fermé, il reste vivant. Vivant, accessible à un maximum de personnes, pas uniquement à ceux qui sont passionnés par les sports mécaniques. C'est tout ce que je cherche comme ministre du sport, c'est que chaque sport puisse être accessible à tout le monde, quelle que soit sa bourse, mais en tenant compte de ses aptitudes et de ses souhaits. Merci, et en tout cas, puisque Francorchamps est le plus beau terrain de notre communauté française, eh bien, je crois que c'est une nouvelle qui fera plaisir à tout le monde. Vous êtes trop modeste, pas de la communauté française, du monde entier, c'est le plus beau. Mais on commence par voir ce qu'il y a tout près de chez nous, et vous avez bien raison. Merci Jean-Pierre Graffet, merci Monsieur le Ministre. Et on replonge directement à l'intérieur des voitures pour voir maintenant des problèmes de pompe à essence sur la voiture numéro 87. La numéro 87, on va l'identifier dans un petit moment avec Christian Lahaye. Là, le pare-brise, on le frotte, il vaut mieux ne plus le casser, mais c'est ailleurs que les choses se passent. Petit changement, et Jos Dekens va nous rejoindre aussi dans un tout petit moment. Christian, pendant cette intervention, le point de la situation a-t-il évolué avec Biella et la voiture de Jossen? Non, pas de changement avec toujours les deux Ford Sierra Cosworth aux deux premières places. La seule chose que nous avons vue à l'image, et si vous étiez attentif, vous l'aurez remarqué bien entendu également, c'est que Bernd Schneider avait fait un très large travers à un certain moment, donc peut-être un petit problème de pneu ou une seconde d'inattention, mais il a parfaitement récupéré la situation. Voilà la voiture numéro 1 qui passe devant nous, donc la voiture qui est en tête de l'épreuve, en tout cas qui joue avec la 2 aux deux premières places, donc tout se passe bien, alors qu'une Toyota s'arrête dans les stands maintenant. Un petit peu plus loin, nous trouvons toujours les BMW, donc là non plus, pas d'inquiétude à avoir pour l'instant. Voilà la voiture numéro 2, celle de Franck Biella, alors qu'on nous annonce encore une fois des problèmes d'arrivée d'essence pour la voiture numéro 87 qui était arrêtée au stand tout à l'heure. Voilà la 2 que nous avons eue à l'image un bref instant, c'est celle de Franck Biella. La 1 bien sûr, c'est celle de Bernd Schneider, et puis plus loin la BMW de Sauper, la BMW de Heger, la BMW de Hahn, la BMW de Cecotto, la BMW de Danner et la BMW de Madame Hélène Laure. À nos côtés, dans notre cabine, Jos Dekens, organisateur heureux, je pense, toujours aux alentours du 21 juillet. C'est-à-dire qu'on a trouvé un sponsor avec le ciel d'abord pour commencer. Il était bien présent, il a tenu ses paroles. Nous avons le soleil, je crois que le monde est là. Il y en a beaucoup partout tout autour du circuit. Je crois que tout le monde va être heureux, c'est une belle course, il n'y a pas eu d'incident, le timing a été respecté à la seconde. Je crois que vraiment, oui, le roi Lotto est un homme heureux. Et Jos, il y a beaucoup de monde depuis jeudi. Bien sûr, l'entrée était gratuite, mais je pense que jeudi, pour les essais, il y avait plus de monde qu'à l'occasion du Grand Prix moto à Francorchamps. Oui, en effet, le temps nous a sûrement été très favorable, mais nous avons fait une annonce très importante régionale pour dire que l'entrée est très gratuite jeudi et vendredi, ainsi que la plupart des activités et animations. Et je crois que le public nous a entendus, ça va nous encourager à refaire la même chose l'année prochaine, et pourquoi pas, peut-être un jour, j'espère, faire les 24 heures de Francorchamps gratuites, ce serait une belle fête. Le point, Christian? Oui, en effet, une catastrophe entre guillemets. La voiture numéro 90 qui était en tête en groupe N depuis le début de la course. On l'a vu arrêter à son stand avec Philippe Houbec qui appelait ses mécaniciens à la rescousse. On a levé le capot avant de la voiture, donc apparemment des problèmes de moteur pour celle qui était en tête en groupe N et qui ne l'est plus fatalement maintenant dans ce groupe. C'est la voiture numéro 50 du revenant Patrick Neve sur une Porsche qui est donc en tête dans le groupe N. Jos, on a une idée du nombre de spectateurs? Non, je n'oserais pas me prononcer. Je dirais que j'écoute simplement les rapports de
la gendarmerie qui, d'après eux, me signale qu'au point de vue embouteillage et le nombre de véhicules qu'ils ont dû manager, je dirais, tout au long de la journée, devrait faire environ 15 à 18% de plus. Mais ça me donne qu'un nombre de véhicules est loin de me donner un nombre de personnes qui étaient présentes dans les véhicules. Je peux vous dire que le seul problème, je crois, que nous avons eu, c'est un peu l'accès à Francorchamps et un peu l'embouteillage des parkings. Bon, je crois que ça fait partie de la fête, ça fera partie de Francorchamps jusqu'à quand il ne sera pas un circuit permanent. Enfin, ça ne nous empêchera pas de créer des événements, et surtout comme ceux-ci, parce que je crois que tout le monde est heureux et la fête ne fait que commencer. Vous avez entendu de la part du ministre Jean-Pierre Graffet l'évolution possible, rapide même, pour s'orienter vers un circuit permanent, pour avoir cet instrument de travail indispensable pour le sport automobile, mais aussi pour l'industrie automobile, aussi pour l'industrie du tourisme. Je crois que l'avenir de Francorchamps, grâce aux organisations qui s'y déroulent, notamment les 24 heures, notamment aussi le Grand Prix moto et tant d'autres activités, eh bien, que c'est bien parti pour ce que l'on a appelé la renaissance de Francorchamps depuis quelques années, et maintenant c'est une très très belle continuité. Mais je crois que le Roi Loto, lui, pour son côté, il poussera très fort pour que le circuit devienne permanent, et je vous dirais pour nous, si les moyens y étaient, si c'était possible, pour nous l'année prochaine, roulons sur un circuit permanent, le plus vite possible sera le mieux. Parce que c'est vrai que ça créera un pôle d'attraction important. Ça permettra également d'avoir 2 circuits permanents en Belgique, de créer des championnats beaucoup plus performants, beaucoup plus importants. Je crois que c'est une bonne chose pour le sport automobile national et je crois que le Roi Loto, de ce côté-là, comme fédération nationale, doit essayer de promouvoir les 2 régions. Oui, et comme on a lancé cette promotion et cet intérêt avec les reportages de Formule 1, il faut les continuer bien sûr, mais il faut aussi développer d'autres activités et nous y veillons. Un coup d'œil avec Christian Lahaye dans les stands et sur le point de la situation après à peu près 40 minutes de course. Oui, en effet, on constate que la Ford Sierra numéro 2 de Frank Biella a accéléré le rythme maintenant. Elle a une dizaine de secondes d'avance sur la Ford numéro 1, donc un peu moins véloce pour l'instant de Bernd Schneider. En 3e position, la BMW Bugatti numéro 27, elle est pilotée par Steve Sauper à 22 secondes. 4e place pour la 28, c'est l'une des BMW Linder. Elle est pilotée par le récent vainqueur des 24 heures du Nürburgring, Alfred Heger. En 5e position, la BMW numéro 26, c'est celle de Jacques Lafitte. Et en 6e place, la BMW Schnitzer numéro 25 de Fabien Girois. Puis nous avons encore la BMW numéro 24 sur laquelle Marc Duet prendra place tout à l'heure. Et en 8e position, l'autre BMW, la 29, celle de Madame Hélène Laure, associée notamment à notre compatriote Patrick Sloos qui avait fait de brillants résultats l'an dernier et qui a donc été invité par BMW à disposer de l'une des meilleures voitures de la compétition. Voilà donc Frank Biella avec une dizaine de secondes d'avance. Voilà, on va conclure ici cette intervention en direct. Roger Roberts, le réalisateur, me précise maintenant peut-être ce que nous avons l'occasion de lancer, c'est-à-dire les 24 heures du Nürburgring et le rallye. C'est le programme de complément que nous vous proposons. Pourquoi les 24 heures du Nürburgring? Eh bien tout simplement parce que cette épreuve qui s'est déroulée il y a quelque temps est associée aux 24 heures de Francorchamps. Et puis le rallye, c'est le championnat du monde, c'est le coup d'œil sur la présence belge. La moitié de la saison, c'est ce que nous survolerons aussi tout au long de ces 24 heures pour voir les activités différentes des sports mécaniques auto et moto. Alors maintenant, place aux 24 heures du Nürburgring et puis au championnat de rallye. On le souhaite le plus longtemps possible. Par contre, ce qui doit durer le moins longtemps possible, c'est la présence des pace cars. Le public reste attentif, en tout cas les vrais connaisseurs dans la tribune. Mais il y en a beaucoup qui se sont déplacés du côté de la foire, c'est tout à fait normal. Aussi derrière les stands où il y a moyen d'approcher quand même les pilotes, d'approcher les commissaires, les responsables de l'organisation et puis les mécaniciens, et puis de voir aussi ce matériel d'un petit peu plus près. Notre équipe de la FTBF ici présente à Spa-Francorchamps a bénéficié du concours de Christophe de Borsu. Christophe de Borsu, notre collègue du journal télévisé, qui a promené un regard neuf sur l'ensemble de cette activité de la journée. Et il va, Christian Lahaye, répondre à une question que le public se pose certainement aussi. En réalité, comment les pilotes dorment-ils la nuit? Ils ne dorment que d'un œil en réalité parce qu'il y a lieu d'organiser bien sûr les relais. Il y a des spécialistes de la nuit, il y en a d'autres qui ont un petit peu peur de prendre le volant à ce moment-là. Oui, d'autres qui ont quelques difficultés à voir convenablement, mais dans la majorité des cas,
dans la majorité des cas, les pilotes résistent bien. Il y en a qui dorment très facilement. C'est le cas, si mes souvenirs sont exacts, de Jean-Michel Martin. Il se met sur un fauteuil ou sur un lit et il parvient à dormir dans les 3 ou 4 minutes. Mais avant cela, je pense que nous allons avoir une interview avec Patrick Sloos, qui est quand même la confirmation de la saison. C'était la révélation l'an dernier. Il était en première ligne. Il a eu un volant officiel grâce à ses belles prestations. Et Patrick Sloos est en contact avec Pierre Robert. Tout à fait dans les stands avec Patrick Sloos au volant d'une BMW Linder. Alors comment ça se passe actuellement, Patrick? Eh bien, je crois que ça passe très bien. Ça se passe très bien. Je crois qu'on est en 7e position pour l'instant. Et comme on a la deuxième voiture, on doit assurer. Et je crois qu'on verra pendant la nuit. Et demain matin, on sera bien devant, je crois. Alors on vous a vu en grande discussion il y a quelques minutes, auscultant un pneumatique. Vous faites votre rapport dès le moment où vous allez assurer votre relais? Oui, absolument. Quand on sort de la voiture, la première chose qu'on doit faire, c'est informer le chef du team, si tu veux, M. Linder, dans ce cas-ci, et lui vraiment expliquer l'état de la voiture, la température d'huile, d'eau, l'état des pneumatiques, comment la voiture se conduit, etc. Donc c'est ce que j'ai fait avant de venir ici. Sinon, tout va bien pour l'instant, Patrick? Oui, ça va très bien. Je dis, on avait quelques problèmes d'usure de pneumatiques, mais ça se faisait que c'était parce qu'on était monté très tendre en pneus. Et je crois que maintenant que la nuit est tombée, ça va bien, ça va s'améliorer, quoi. Où est localisée la panne, la petit problème d'huile pour l'instant? On avait un petit problème de pression d'essence tout à l'heure, mais je ne sais pas ce que les mécanos ont fait, mais apparemment c'est résolu. Ok, merci Patrick. Dans quelques minutes également, Richard, ce sera le relais avec Marc Duhet. Marc Duhet qui est en tête actuellement. Donc il faut compter 4 tours probablement avant le retour de la BMW Schnitzer. Nous espérons vous faire vivre ce moment en direct. Eh bien oui, merci Pierre. On va patienter et attendre ce moment en direct. On constate que les voitures sont reparties maintenant après l'intervention des Pescars qui quittent maintenant la piste. Et on va répondre à la question posée tout à l'heure. Le reportage de Christophe de Borsu. Comment les pilotes dorment-ils durant la nuit? Noctambule, il tourne, il roule jusqu'au relais et après dormir pour récupérer, pour ne plus penser. Cela dit, il est loin le mythe de la maison mobile rutilante. Aux 24 heures, pilotes et mécanos font dans la simplicité. Bon, il n'y a plus qu'à s'installer maintenant pour la nuit. La caravane ou le bus, c'est souvent le beau-frère ou la troupe de scouts du coin qui l'a prêté. Et à l'intérieur, c'est élémentaire. Mais fonctionnel, en tout cas juste assez pour faire des oiseaux sans tête et procurer du repos à ceux qui sont recrues de fatigue. Mais attention, il y a tout de même les exceptions. Le 12 mètres de Michel de Dayne, par exemple, très cossu et familial. Et puis, ôtez vos chaussures avant d'entrer pour le luxe, le vrai. Ici, c'est clean et cosy. Monsieur Jagerwall, le concepteur suédois de ce car, a mis 25 ans pour le mettre au point. Ce vaisseau, il l'appelle poétiquement « mon bijou ». Air conditionné, douche, télé, WC très perfectionné. Résultat, Tommy Jagerwall arbore fièrement des coupes dues à son génie. Maintenant, comment arrivent-ils tous à dormir? La piste est à 2 pas, alors quel est le secret de ces noctambules forcés cherchant le sommeil? Un peu tes petites poudres, quièze, pas de boisson calmante, c'est pas une jeune femme qui vous cherche. Vous dormez simplement parce que vous arrivez à vous calmer très très rapidement. Comment vous y arrivez? Du yoga ou non, rien du tout? Décidément rien. Non, vraiment rien. Ça peut décevant, ça. Non, faut se mettre au lit. Enfin, moi, je vais me mettre au lit, je crois que je vais m'endormir sans problème. Patrick Sneyers essaye lui tout de même les boules dans les oreilles. Est-ce que vous craignez pas, justement, si vous mettez ce genre de boule qui est, de ne pas pouvoir vous réveiller? Non, ça prend un peu le bruit, mais pas tout. Hein. On se réveille toujours pendant les 24 heures. Il n'y a personne qui a continué à dormir. Bah, espérons que je ne dors pas jusqu'à dimanche matin parce que je dois rouler en tout cas. Michel de Dayne, vous l'avez déjà vu, a carrément emmené femmes et filles et ça marche. On parle de la course et puis après c'est fini. Évidemment, si moi je suis énervée, je crois que ce n'est pas la solution, mais sinon il n'y a pas de problème. Il s'endort très facilement. S'il n'y a pas trop de problèmes sur la voiture, oui, évidemment, il va peut-être se réveiller en pensant pour améliorer certaines choses, mais dans l'ensemble, oui.
qu'est-ce que vous faites alors, vous, pour arriver à le calmer, à le rendre je parle gentiment. Qu'est-ce que vous lui dites? Mon petit papa chéri. Et quoi d'autre? Sois prudent, bonne merde. Et vous lui dites qu'il va gagner, c'est sûr? Oui. D'ailleurs, il va gagner? Oui. C'est absolument certain. Oui. Mieux encore, un mécano flamand a carrément emmené sa maman. Vous avez besoin de votre mère pour vous endormir? Mais non. Pour vous éveiller alors? Pas du tout. Cette nuit, ils seront 180 à compter les moutons ou à appeler le marchand de sable pourvu qu'il passe. Oui, le marchand de sable passe parfois accompagné et je crois, Christian, qu'il faut retenir deux choses. D'abord, Michel Deden, lui, il va vivre un cauchemar cette nuit. Et oui, Véronique va bien dormir ou avoir quelques ennuis avec son mari qui a abandonné très tôt dans l'épreuve, effectivement, et sa fille ne verra pas son papa sur le podium. Mais ça, c'est la course. C'est la course et nous allons retenir ce cap merveilleusement aménagé en jetant un petit coup d'œil sur notre cabine. Les sièges sur lesquels nous sommes assis maintenant depuis plus de 12 heures, je crois qu'on va envisager le confort suprême qui se trouvait là de l'autre côté. Vous voyez ici, sous le spot et à côté de la piste, les mêmes sièges et les mêmes commentateurs depuis à peu près 12 heures. Mais on est là, ça nous amuse et je crois que ça aussi c'est l'essentiel. Christian, un petit point de la situation. Il tourne maintenant depuis 2 tours et peut-être dans un moment le retour avec Pierre Robert du côté de Marc Duet. Oui, en effet, c'est toujours la BMW de Marc Duet qui est en tête de l'épreuve. C'est lui qui est au volant. C'est un sensationnel coup d'éclat jusqu'à présent, mais cette voiture, bien sûr, s'arrête au stand pour ravitailler et à ce moment-là, nous aurons un autre leader. Cela n'a rien d'anormal, cela se passe toujours comme ça en sport automobile et a fortiori lorsqu'il y a une épreuve de 24 heures. Alors, le classement, pour l'instant, tout à fait provisoire avant les arrêts au stand. Duet est en tête sur la 24, Franck Biella sur la 2, c'est-à-dire une Ford Sierra est en deuxième position à ce moment-là, 54 secondes avant l'arrêt au stand. Troisième position pour la BMW numéro 25, quatrième c'est Cecotto, la BMW 25, quatrième Eddie Yossen sur Ford Sierra, cinquième nous avons Jacques Lafitte, sixième position Alfred Hager avec Eric Bachelard, septième Patrick Schlose que nous avions à l'interview tout à l'heure, huitième belle remontée de Jean-Michel Martin malgré ses problèmes de porte-moyeu tout à l'heure, et en neuvième position nous avons la première voiture du groupe N, la Porsche de Patrick Neve. Dans ce groupe N, nous n'avons que des Porsche, celle de Neve, celle de Delcourt, celle de Libert, celle de Memminger, celle de Dor, celle de David également. Donc uniquement des Porsche en tête du groupe N et devant bien sûr le match BMW Ford dont on ne peut rien dire. Non, dont on ne peut rien dire, qui est à l'avantage de la BMW Schnitzer pour le moment, la numéro 24, confiée à Kester, Danner et Marc Duet qui se trouve au volant. Pierre Robert, vous êtes prêt dans le stand? Richard? Oui, Pierre, je vous écoute. Oui. Je vous entends, je viens de m'entretenir il y a quelques instants avec les responsables de l'équipe Schnitzer. Vraisemblablement, le changement dans un quart d'heure à 20 minutes, vraisemblablement, compte 7 tours, étant donné la présence du Pescar sur la piste. Donc c'est ce qui explique actuellement que l'on attend ici en stand-by le changement et l'arrivée de Marc Duet pour l'interview pratiquement en direct. Donc il faut compter vraisemblablement un quart d'heure, 20 minutes et nous aurons Marc Duet à notre micro. Bien, on y sera attentif. Merci Pierre pour cette information et ce changement de programme. Nous, on va continuer à puiser dans nos réserves et nous en avons. Précisément, ça concerne Marc Duet. Lorsque on évoque l'élection de Miss Francorchamps, je suis persuadé que Marc Duet n'est pas loin. Il connaît les candidates à ce titre. Oui, il connaît peut-être les candidates à ce titre, mais je peux vous annoncer, et c'est un scoop, que Marc Duet est redevenu tout à fait sérieux et qu'il est sur la bonne voie à tout point de vue. C'est-à-dire qu'il a pris exemple sur vous, Christian. Exactement. Voilà, on n'en dira pas davantage, mais regardons, écoutons ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire l'élection de Miss Francorchamps. Marc Duet s'attendait au pire, mais il n'y a pas eu de Duet triste, et non, car elles étaient belles, et oui, belles. Elles sont toutes très belles, on est les mauvais jurys, mais on va essayer d'être le plus réaliste possible.
ou Elkenrath, Plombières, Montenier, Herstal, Pepinster, Bâtisse, Magnier, Verviers. C'est de là que viennent les Miss. Elles ont 16, 17, 20 ans. Maintenant, pourquoi les filles du coin sont-elles si jolies? Les plus jolies du pays, peut-être, non? Bah, ça, je ne saurais pas vous répondre. Moi, je trouve qu'il y en a partout. Mais elles n'osent peut-être pas toutes le faire, quoi. Il faut un peu de culot pour le faire, parce que... Vous, mademoiselle la numéro 4, vous dansez quand même de façon assez aguicheuse. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Vous voulez un peu provoquer? Pourquoi pas? Autant provoquer, hein? Vous pensez que c'est comme ça que vous allez gagner? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. C'est dur d'attendre, hein? À ce moment-là? Deuxième tour après les robes de soirée, les maillots de bain. La musique, le cœur bat très vite. Dans quelques minutes, Jacqueline Wild, que vous voyez, saura qu'elle a gagné. Encore quelques instants d'illusion pour les autres. Oui, Pascal Leclou se verra affublé d'un four à micro-ondes complètement intransportable. Et la couronne sera bel et bien pour Jacqueline, 17 ans. Une vraie couronne de laurier, comme dans les Grands Prix, pour la Miss 24 heures. Non, c'est super, je ne saurais rien dire, c'est super. Vous mettez pas la couronne autour de votre cou? Non, non, non. C'est la première fois que ça vous arrive? J'ai déjà été Miss 4 fois. 4 fois, alors ça vous fait... Quand même, c'est bien. Quel est votre secret? C'est parce que vous êtes la plus belle? Non, je crois pas, c'est la chance. Non, vous êtes sûrement la plus belle puisque vous êtes pour la 4e fois Miss. Non, c'est la chance, ça dépend des chiffres. Il en a de la chance, Christophe de Borsu. Il vient pour la première fois à Spa-Francorchamps et on lui donne ce reportage. Oui, c'est la chance, mais enfin, il y en a quand même qui en ont plus que d'autres. Hein. C'est vrai, hein. La 14, là, qui part en voyage. Oui, c'est un voyage peut-être pour 2 personnes, Richard, j'en sais rien. Mais ce qui est évident, c'est qu'on a vu des concours de Miss Belgique qui étaient moins bien fournis que cela. Hein. Oui, et moi, ce qui m'étonne, Christian, c'est que, bon, j'ai eu la chance d'être président d'un jury d'une Miss Francorchamps. Ça ne m'étonne pas. Et il y a quelques semaines seulement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'élections de Miss Francorchamps dans le contexte des activités 24 heures et même d'autres. Nous allons fermer la parenthèse pour revenir à des choses, je dirais pas plus sérieuses, à un autre type de compétition. Et de ce côté-là, on regarde notre classement. Rien de neuf. Y a-t-il quelque chose à l'écoute de Pierre Robert? Non, pour le moment, on reste attentif donc à l'arrêt de Marc Duet tout à l'heure. Une remarque de votre part, Christian? Oui, c'était la voiture numéro 36 qui était dans son stand, celle de 2 Japonais, Kurosawa Matsuda et du Britannique Dowsett. C'est une des 3 Toyota Supra Turbo qui est alignée par l'usine japonaise. Elle part, bien entendu, on la voit, parfait. Donc ces voitures qui sont un petit peu décevantes, il faut bien le dire, par rapport aux prestations signées par les BMW et par les autres Ford Sierra Cosworth. D'ailleurs, d'après Charlie Lam, le patron de l'écurie BMW Schnitzer, il nous disait ces japonais, ces Toyota ont le potentiel, elles ont les moyens techniques, le Japon a les moyens financiers de gagner des courses. C'est dommage que les Japonais ne s'investissent pas totalement. Ils seraient tout à fait capables de battre les BMW ou autres Ford Sierra. Mais l'un des problèmes, c'est que les Japonais viennent avec un maximum de pilotes japonais. Et c'est vrai que sur le circuit de Spa-Francorchamps, ils n'y sont pas du tout habitués. Et ils vont nettement moins vite que la plupart des bons Européens. Oui, voilà un point de la situation qui méritait d'être fait dans le contexte où il faut savoir que des compétitions très importantes se déroulent de l'autre côté du monde, se déroulent au Japon et que pour l'heure, eh bien, effectivement, il n'y a pas encore... précis. Nous avons des concurrents belges, notamment Eric Bachelard, qui a tenté une expérience au Japon naguère qui réussit.
Encore 25 minutes de course pour le drapeau à damier de ces 24 heures de Spa-Francorchamps. Et le dernier classement officiel, en réalité, Christian, il n'y a pas de gros changements, si ce n'est que l'écart n'est plus de 2 minutes et 20 secondes, mais bien de 2 minutes 15 secondes entre la 25 et la 24, c'est-à-dire les BMW Schnitzer de Cecotto, Girois, Österreich pour la première place, Danner, Duet, Kester pour la 3e place et bien sûr la numéro 2, la Ford Sierra de Biella, de H et de Lindström, l'image du leader pour qui ces 25 dernières minutes ne devraient plus poser le moindre problème. Non, en effet, Richard, on vient de signaler d'ailleurs à Fabien Girois qu'il pouvait lever le pied. Par contre, pour la 2e place, l'angoisse reste totale, en tout cas dans les clans Schnitzer et dans les clans Eggenberger. Que se passe-t-il en effet? 57 secondes seulement séparent le 24, c'est Marc Duet qui est au volant de cette voiture, de la numéro 2, celle de Franck Biella, et on a proposé à Marc Duet, qui est au volant de cette voiture-là, d'attaquer toute voile dehors, de ne pas se laisser surprendre, de terminer 2e. Schnitzer veut absolument signer le doublé et regardez Marc, alors qu'il roule depuis 24 heures avec la voiture numéro 24, heureusement pas tout seul, eh bien il est à l'attaque, il est à l'assaut. Il vient de tourner en 2 minutes 42, ce qui est à 3 ou 4 secondes seulement du meilleur temps accompli par cette voiture. Il est là derrière une Porsche, il ne va pas tergiverser longtemps, il essaye d'un côté puis de l'autre. On se croirait dans une course de sprint, c'est vraiment sensationnel. Au moins ça, c'est intéressant pour la course. Bien sûr, Marc Duet n'a pas du tout l'intention de revenir sur la voiture numéro 25, c'est pas du tout dans les projets, mais ce qu'il veut, c'est se défaire de la numéro 2. 57 secondes séparent le 2e du 3e, donc une belle bataille pour le premier accessite. La Ford va un petit peu plus vite maintenant, 2 secondes au tour que Marc Duet, parce que la voiture est plus puissante, parce qu'elle a encore quelques réserves et plus de moyens physiques et techniques, peut-on dire. Donc une belle passe d'armes pour la fin de cette course, avec Duet certainement fatigué, mais vous l'avez vu, en attaque complète avec une belle glissade des 4 roues de cette BMW. Il se croirait dans un sprint de 12 ou 15 tours tout en ne brusquant pas évidemment les éléments mécaniques. Et voilà l'autre, la numéro 2 qui chasse derrière. Donc disons que Marc a une grande ligne droite et le début de la nouvelle portion d'avance sur cette voiture numéro 2. L'écart aux alentours de la minute, un peu moins. Un peu moins, oui, 58 secondes. Les pilotes pour terminer donc. Le premier c'est Girois, le 2e c'est Duet, le 3e c'est Biella que nous avons là à l'image. La numéro 27 est pilotée par Sauter, numéro 27 avec 6 tours de retard. La 4e place, autrement dit, le podium est pratiquement connu. Le podium est pratiquement connu, sauf s'il devait y avoir une catastrophe dans l'un des clans de tête. Et nous retrouverons donc à 6 tours Jean-Michel Martin. Steve Sauter est pour le moment au volant de cette voiture. C'est à peu près ce qu'ils ont perdu hier soir lorsque un porte-moyeu céda. Donc sinon, c'eût été une voiture capable de remporter la victoire finale. Et je pense que nous avons justement Jean-Michel Martin en compagnie de Pierre Robert. Oui, pour faire ce bilan de ce qui a été perdu au stand à Beaupierre. Oui, tout à fait, Richard. Et je peux vous dire que ce que Jean-Michel Martin n'a pas perdu, c'est son humour. Il m'a dit, ah, s'il y avait eu un trophée des pilotes entre les 24 heures du Nürburgring et celle de Francorchamps, là, j'étais certain de décrocher la timbale. Donc, évidemment, on n'a pas perdu le sourire, mais des regrets certainement, Jean-Michel, parce qu'on se dit c'est 5 tours, 6 tours hier, et c'est la victoire qui s'est envolée. Oui, c'est une victoire qui s'envole alors qu'on a un tout petit problème tout à fait minime, à savoir une roue qui est mal fixée, qui endommage un goujon de fixation, et ça nous fait perdre 6 tours au stand. On a roulé très fort toute la nuit, on est remonté, on a repris un tour seulement, mais les 3 voitures de tête n'ont connu aucun problème, donc impossible pour nous de remonter mieux qu'à cette 4e place. C'est étonnant, pas de problème pour les voitures de tête, c'est pratiquement du jamais vu, me disiez-vous. Oui, c'est du jamais vu, c'est sûr que 3 voitures qui comme ça ont mené cette course en tête sans connaître le moindre pépin, et je dirais même 4, parce que si on retire notre petit problème à nous, notre voiture maintenant va aussi bien qu'à la première heure, donc on pourra encore continuer de nouveau 24 heures. Des 24 heures éprouvantes pour vous, Jean-Michel? Oui, très éprouvante. Je crois que pour tout le monde, dans les voitures, il fait très chaud. Cette nuit, en plus, comme nous n'avions plus rien à perdre, on a donc mené un train très très soutenu. Et bon, je vous disais, on a pu grappiller un tout petit peu, mais pas assez. Déçu. Déçu quand même, parce que quand on vient, c'est quand même toujours en espérant la victoire.
Maintenant, je pense que l'équipe a fait un très bon boulot et puis rien n'est perdu, on verra l'année prochaine. Voilà, on verra l'année prochaine peut-être encore Jean-Michel Martin avec le team Bigazzi. En ce qui me concerne, je vous retrouve dans quelques instants avec Thierry Vadalen. Lui, il est tout à fait heureux. Ils se sont pratiquement imposés. Dans 20 minutes, ce sera chose faite dans le groupe N avec la Porsche numéro 50, Richard. Oui, le temps, Pierre Robert, de faire une petite comparaison et avec Christian Lahaye, des grandes autos qui tournent là presque depuis 24 heures, mais dans les activités annexes et dans les coulisses de ces 24 heures, il y en avait d'autres. Elles sont un peu plus petites, mais elles sont aussi agréables à regarder, ne fût-ce que pendant une petite minute, pour se souvenir qu'elles étaient là pour animer ces 24 heures de l'autre côté. C'est le côté pile. Piste improvisée et là évidemment aucun risque pour les télescopages, télécommandes. C'est l'exercice moderne et passionnant avec, peu importe les résultats et les classements, mais la dextérité de ceux qui pilotent avec la télécommande. Aussi, je crois, Christian, la dextérité de ceux qui composent ces petites machines extrêmement complexes. Oui, extrêmement complexes, qui ressemblent à des vraies voitures de course où il y a du sous-virage et du sur-virage, où il y a des suspensions, où il y a des carrosseries et même des peintures qui ressemblent aux vraies voitures et même de bons moteurs électriques. Regardez, voilà donc le départ d'une course avec quelques accrochages sans mal pour les pilotes, bien heureusement. Et vous voyez que la piste n'est pas très facile, ce n'est pas partout du macadam ou du béton, donc c'est quand même assez sympathique à voir. Mais je crois surtout que ce sont des passionnés qui s'amusent eux-mêmes avec leurs joujoux et ils peuvent même faire l'assistance en hélicoptère façon Bernie Ecclestone. Oui, à moins que ce soit la copie conforme de notre hélicoptère qui nous permet la retransmission en direct de ces 24 heures et de toutes les courses annexes que nous avons eu le plaisir de vous proposer tout au long de ces heures de reportage sur Télé 21. Ambiance dans les coulisses, ambiance à l'intérieur de la voiture, c'est la numéro 50 de Patrick Neve. C'est Patrick Neve qui se trouve aux commandes. Je ne sais pas s'il a encore l'occasion de nous entendre et d'établir un petit contact avec lui. Nous avons été en direct tout à l'heure avec Claude Bourgoigny et avec Patrick Neve. On le laisse terminer calmement cette compétition, qu'il termine à la 6e place, mais surtout un bilan tout à fait positif en ce qui concerne le groupe N. Oui, tout à fait, le groupe N avec ses Porsche et notamment Roland de Jambline que nous avons là à l'image qui va terminer le relais d'ici quelques instants. Oui, un bilan positif pour ces Porsche, des voitures tout à fait inusables, increvables peut-on dire. On met de l'essence, on nettoie le pare-brise et elles sont reparties pour quelques tours. Non, ce sont vraiment des berlines sportives mais de très grande qualité. On a eu l'occasion de s'en rendre compte tout au long du week-end. C'est vrai que ce sont des voitures qui dans le commerce coûtent beaucoup d'argent, coûtent cher, mais lorsqu'on a les moyens, au moins avec celle-là, on n'a aucun ennui technique. C'est pratiquement une garantie et même les pilotes de course peuvent vous l'assurer avec les 3 Bruxellois, Jean-Paul Libert, Guy Neve et Roland de Jambline, des hommes d'affaires et un avocat qui se connaissent bien depuis très longtemps, qui s'apprécient beaucoup, qui vivent la course comme une passion, qui la vivent ensemble. Roland de Jambline, il était déjà aux 24 heures de Francorchamps il y a 20 ans. Puis il avait interrompu sa carrière d'amateur parce qu'il a été marié, il l'est toujours d'ailleurs, il avait des enfants, il s'était dit c'est un petit peu dangereux, je suis trop vieux, mais la passion était plus forte que ça. Oui, c'est l'illustration de ce que sont les 24 heures. Alors du côté du team Schnitzer, BMW, 25-24, les 2 premières places sur le podium dans un petit moment, avec la 3e place, bien sûr, pour la voiture Ford Sierra Cosworth de Biella, H et Lindström. Dans un petit moment, le coup d'œil encore sur la voiture de tête, 460 tours accomplis et un avantage de 2 minutes 7 secondes sur la voiture de Christian Danner et de Marc Duet. Marc Duet aux commandes pour le moment et toujours à l'attaque, je ne suppose. Oui, toujours à l'attaque parce qu'il n'a que 54 secondes d'avance sur la numéro 2, celle de Franck Biella, mais il tourne pratiquement maintenant aussi vite que lui. Il a encore accéléré la cadence. Marc, il tourne pour l'instant 5 secondes plus vite au tour que Fabien Chivois, la voiture numéro 25, donc la 24 à l'assaut de cette dernière partie de la course, de ce dernier quart d'heure. Donc les 5 dernières minutes, elles aussi seront chaudes pour Marc Duet et pour Franck Biella en bataille donc pour cette 2e place. À peu près 54 secondes les séparent. Il y avait 1 minute, il y a 2 ou 3 tours. Donc je ne pense pas qu'à la régulière, la Ford Sierra puisse revenir aux trousses de Marc Duet qui défendrait crânement cette 2e place et toutes ses chances. Mais enfin, cela prouve que ces voitures ont une santé de fer. Il y a 24
24 heures. Elles étaient déjà en piste pour le warm-up, pour le tour de chauffe plus précisément. Donc c'est bien la preuve qu'elles sont drôlement solides. Pour ce qui concerne la Coupe du Roi, à 15h30, le classement nous donnait Porsche, RAS et Peugeot Talbot Belgique à égalité, avec un écart de 13 tours. Mais depuis lors, les choses ont changé. C'est la tactique de course qui est peut-être un petit peu contraire à l'esprit de compétition, à l'esprit de vitesse. Oui, tout à fait. C'est un petit peu ambigu que cette Coupe du Roi. C'est un petit peu dommage, mais on pourrait imaginer une amélioration de la réglementation. Alors, on a vu les Peugeot, 2 des Peugeot s'arrêter au stand pour tenter de se faire rattraper par la 3e voiture de l'équipe, puisque c'est l'écart au nombre de tours qui doit être le plus petit possible. Et donc on travaille là sur l'échappement de la voiture de Roland de Jandine, et donc c'est vrai, on les a vus à l'arrêt alors que les Porsche continuaient à tourner. Mais si nous étions bien sûr les responsables de Peugeot, nous ferions exactement la même chose. Il est évident qu'il avait fallu demander l'autorisation au pilote. Il fallait qu'il soit évidemment d'accord de jouer ce jeu-là. C'est un jeu commercial, cela ne changeait rien du tout pour leur position au classement général, mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer quelque peu cette réglementation. Dernière information chronométrique, ce sont les 2 minutes d'écart entre la voiture de tête, la numéro 25, et la 24 ici, avec Marc Duet qui a encore 54 secondes, presque 55 secondes d'avance sur la Ford Sierra numéro 2 de Biella. Voilà, je crois que cette explication concernant la Coupe du Roi devait se faire maintenant, Christian, parce qu'il n'y aura plus de surprise de dernière minute, vraisemblablement, et c'est vrai qu'il faut aussi penser un petit peu à l'avenir, à préserver. C'est la course dans la course, c'est la tactique, mais il faut, je pense, vous avez raison de souligner la chose, songer à l'esprit de la compétition, et ceci est une course d'endurance, mais aussi de vitesse. Oui, je pense qu'il y a moyen de trouver un système très simple, c'est d'ajouter les nombres de tours effectués par les 3 voitures de la même équipe, et puis enlever la différence de tours. Comme ça, il y a à la fois la régularité lorsqu'on enlève les tours de différence entre les 3 voitures, mais d'un autre côté, on ajoute les tours des 3 voitures de telle sorte, les tours accomplis par les 3 voitures, de telle sorte que l'on privilégie la performance également. Je pense qu'il y a moyen de trouver un moyen terme entre la solution actuelle et la meilleure solution qui consiste toujours à remporter une course. Il y aura de nombreux coups de chapeau à tirer sur les podiums. Ils seront nombreux, je crois qu'il y en a à peu près 25. Nous suivrons bien sûr le podium essentiel, celui de la victoire absolue, le classement général de ces 24 heures. Mais d'ores et déjà, on peut le répéter, ce coup de chapeau qui s'impose dans le groupe N belge, Neve, Van Dalen et Bourgoigny. Thierry Van Dalen au micro de Pierre Robert. Oui, Richard, dans les stands, beaucoup d'animation, et Jean-Marie David qui a même retrouvé le sourire après des moments difficiles tout à l'heure. Une année sabbatique pour Thierry Van Dalen, et puis son comeback est on ne peut plus réussi. 2 victoires en groupe N dans chacune des manches qu'il a disputées en compagnie de Patrick Neve, déjà sur la Porsche, et puis ici une victoire. On croise les doigts, Thierry, parce qu'il faut toujours attendre 17 heures l'arrivée finale. C'est tout simplement fabuleux ce qui vous arrive. C'est fabuleux, effectivement, mais je pense que nous avions une voiture très fiable. Nous avons engagé plusieurs Porsche, elles étaient toutes très fiables. Il n'est pas encore 17 h, je croise vraiment les doigts, je trouve ça fantastique. On va reparler quand même 2 minutes de ce petit accident dont a été victime Patrick Neve. À ce moment-là, qu'est-ce qui vous passe par la tête? On se dit on va les rater, les 24 heures de Francorchamps, on ne sera pas au départ? Donc c'est ce qu'on se dit quand on n'est pas dans un team professionnel, mais je pense que chez RAS Sport, comme je vous l'ai dit hier, ils ont vraiment fait un très bon travail, et je vous dis la voiture était vraiment neuve samedi matin, c'est fabuleux. Une voiture qui a tourné véritablement comme une horloge et que l'on entend pour l'instant, puisqu'on se trouve à l'intérieur de la voiture, pas le moindre problème, la fiabilité tout au long de ces 24 heures. La fiabilité, évidemment, oui, c'était simplement une petite chose qui était dommage, c'est cette nuit l'accident qui s'est produit, ce grave accident. Ça a perturbé, je pense, tout le déroulement de la course pour différentes raisons, notamment, bon, évidemment le pilote qui est décédé, mais également nous avons perdu une voiture pour la Coupe du Roi dans ce malheureux accident, ce qui fait que maintenant, moralement, je pense que nous la méritons. On vous voit marqué également, marqué par la fatigue, parce que vous avez assuré votre part de travail, certainement. Oui, mais surtout parce que j'ai eu des émanations d'essence dans la figure, ce qui fait que mes yeux sont devenus tout rouges, c'est assez dur, oui. Voilà, merci Thierry Van Dalen, et d'ores et déjà félicitations. Pour ma part, je vais rejoindre le team Schnizer, où on l'espère maintenant, alors qu'il est pratiquement 16h48 ici sur Francorchamps. On l'espère le doublé pour les 2 BMW. Girois devant Marc Duy, vraisemblablement, Richard. Oui, Pierre, et aussi 26 degrés encore
au thermomètre de la tour de contrôle de ces 24 heures de Spa-Francorchamps. Un mot, Christian, à propos de l'ensemble des pilotes belges qui se trouvent en tête du classement, en tout cas dans les 20 premiers. Nous avons évoqué Duet, nous avons évoqué Jean-Michel Martin et bien d'autres, Patrick Neve et son équipe, mais il ne faut pas oublier quelques autres qui s'illustrent à l'occasion des 24 heures et qui vont apparaître dans la série de classement annexe. Oui, dans la série de classement annexe notamment, nous allons les avoir dans le groupe N belge ou dans le groupe N FISA. Moi je mettrai l'accent notamment sur la performance de Libert, Guinève et de Jamblin, de Delcourt et Visconti qui vont terminer en 8e position du classement général, de David, hein. C'est David, c'est un pseudonyme, Jean-Marie c'est Pirnet, hein. Ça c'est toute autre chose, oui, bien sûr. Un clin d'œil à notre ami Pierre Robert. Et ensuite bien sûr au Hollandais Lubin qui roule avec eux, qui a fait une très belle prestation, les Japonais, course d'ensemble avec les Nissan, et puis les autres Belges, franchement l'équipe de Plainevaux, cette voiture numéro 84, alors que là c'est encore des difficultés. Je pense que c'est toujours pour cette sacrée 92 qu'on a déjà vu à l'arrêt quelques fois. Eh bien oui, c'est elle. C'est bien ça, et maintenant on ne parvient même plus à ouvrir le capot. Je rappelle que le pilote est seul à devoir intervenir sur cette voiture 92. Oui, alors nous en étions donc à la 84. Citons les noms bien sûr des trois pilotes, Plainevaux, Cohen et Winderix, qui ont fait un véritable festival. 14e position, 15e Fermin et Kunches sur une petite Honda. Je crois que ça aussi on le retiendra. En 16e position, l'Opel de Haug, Thierry et Jamard. Bruno Thierry, le rallyman de l'avenir, donc va terminer 16e de ces 24 heures de Francorchamps. Nous pourrions encore marquer le coup en parlant de Van Rompuy qui termine 18e, Van de Wouver, un autre rallyman en 20e position. Place, oui. Et puis nous avons encore Cortal en 21e position, toute l'équipe Peugeot, l'équipe Nissan Skyline, on vous l'a dit, les Porsche bien sûr, et puis devant le Belge qui sera sur le podium, on l'espère pour lui, il le mérite 100 fois plutôt qu'une, c'est Marc Duet, et juste en dessous, Jean-Michel Martin qui terminera 4e, mais on sait pourquoi. Oui, on a l'explication détaillée avec cette perte de temps au stand, mais nous l'avons dit et ça se répète d'une édition à l'autre des 24 heures de Spa-Francorchamps, c'est aussi le temps d'arrêt au stand qui joue la place sur le podium, qui joue essentiellement même aussi la victoire. Un petit tour encore avec la 25 et le coup d'œil, la photo souvenir de cette édition des 24 heures. Mais oui, pourquoi pas, merci de photographier le caméraman en guise de souvenir. C'est l'occasion de saluer toutes les équipes de la RTBF, toutes les équipes techniques qui ont œuvré magistralement tout au long de ces 2 journées et nuits passées ici dans les installations de Spa-Francorchamps. On répète le classement et l'écart qui n'est plus maintenant que de 1,50 sur votre tableau, et le dernier pointage qui nous est donné par le chronométrage Siemens, eh bien c'est 1 minute 45 et l'avantage de Marc Duet à la 2e place sur le 3e sur Biella est maintenant de 53 secondes. Oui, cela veut dire que les 3 premiers du classement général, Richard, vont terminer dans une toute petite fourchette de 2 minutes 40, 2 minutes 30 par là, donc la bagatelle d'un tour seulement séparera les 3 premiers. C'est dire que ces 3 voitures étaient du même niveau. Les Schnitzer, c'était logique, mais même les Ford Egenberger allaient dans les mêmes eaux. Elles allaient un petit peu plus vite, mais comme elles s'arrêtaient un petit peu plus souvent, c'était la même chose. Et puis on remarquera quand même que la voiture numéro 2 a perdu sûrement un tour ce matin suite au problème qu'elle a eu, ce pare-brise qui a éclaté, et ça c'était vraiment très dommage pour ces pilotes, parce que dans la vie d'une course automobile c'est vraiment un détail, et c'est peut-être ce qui a fait basculer la victoire d'un clan vers un autre. Il n'était pas pensable de continuer sans pare-brise pour se rafraîchir un peu, non? Non, non, pas du tout pensable, ne fût-ce que sur le plan de la sécurité. Le pilote a continué pendant un tour, mais de toute façon, le stand lui a fait signe une fois que nous avions rendu l'antenne en lui disant il faut mon rentrer. Garçon, vous rentrez directement parce que sinon, nous allons recevoir un savon de Roland Bruinserade. Oui, oui, bien sûr, c'est prévu au règlement. On doit rouler avec une voiture conforme et le pare-brise en fait partie. Lorsqu'il y a des problèmes d'essuie-glace, là, on peut effectivement travailler parfois avec des bouts de ficelle. Ça s'est vu lors de l'édition de 24 heures, disputée entièrement sous la pluie. Oui, c'était en 1967, une édition remportée par Gabon. Gabon avec Pedro, un rallyman, et Gabon, donc le père de l'actuel rallyman, et effectivement il avait terminé la course en actionnant l'essuie-glace avec une bout de ficelle, effectivement, et il avait terminé, je pense, à la première place de cette épreuve, et j'en suis même tout à fait convaincu. On s'était dit longtemps qu'il allait avoir une réclamation de l'écurie Autodelta, Alfa Romeo, mais finalement les Italiens, comme d'habitude, avaient été très sportifs.
Oui, et alors Christian, si l'on regarde le palmarès de ces 24 heures de Spa-Francorchamps, remporté l'an dernier par la Ford Sierra de Brancatelli, Schneider et Percy, eh bien, il faut dire que les 3 victoires de Jean-Michel Martin, 79, 80 et 87, demeurent à égalité avec Hans Eyer, 82, 83 et 84. Là, on ne bougera pas. Non, là, on ne bougera pas cette année. Hans Eyer a peut-être encore son chapeau tyrolien éternellement vissé sur la tête, mais il ne le transforme plus en casque de pilote de course, donc lui il restera à 3 victoires. Jean-Michel Martin peut espérer d'autres succès bien sûr ici aux 24 heures de Francorchamps. Pour Johnny Cecotto c'est nouveau, pour Fabien Giroy également, et pour Marcus Oestreich à mon avis aussi, donc de ce côté là pas de grande modification. Non, un seul pilote aurait pu rejoindre ceux qui ont réussi le tiercé, Jean-Michel Martin et Hans Eyer, c'est Dieter Kester qui a gagné l'édition de ces 24 heures en 1986. Kester était avec Eger et Thierry Tassin sur une BMW 635i et il a gagné aussi en 1988 avec Ravaglia et Eger sur une BMW M3, mais aujourd'hui ce sera la 2e place. Ce sera la 2e place pour Papy Quester en compagnie de Christian Danner et de Marc Duet, un équipage très homogène, et d'ailleurs Charlie Lam nous le disait tout à l'heure, il était très satisfait des 6 pilotes avec lesquels il avait travaillé tout au long du week-end. Pas du tout de problème, pas d'angoisse du côté des pilotes, donc 10 sur 10, et la cote de Marc Duet est évidemment excellente chez BMW Schnitzer. Il nous étonnerait fort qu'il ne puisse pas remettre le couvert à l'occasion. 1 minute 39 secondes d'écart entre la 25 leader et la 24, 53 secondes d'avance encore pour la 24 sur la numéro 2, Marc Duet sur la 24, Biella sur la 2, et bien sûr Fabien Giroy pour clôturer ce chemin vers le podium, vers la victoire absolue dans cette édition 90 des 24 heures de Spa-Francorchamps. Ce que l'on peut noter, Richard, c'est qu'il n'est peut-être pas très difficile pour ces pilotes-là d'aller vite comme ils le font maintenant, mais ce qui est très difficile, c'est de garder sa concentration après 24 heures de course dans la chaleur qui est à nouveau épouvantable sur la piste et aux alentours, en tout cas très chaude, et cela pose un problème physique aux pilotes. Et dans ces conditions, ils doivent donc conserver une totale maîtrise d'eux-mêmes, une totale concentration avec des voitures de plus en plus fatiguées, avec des pneus aussi qui se fatiguent au fil des tours, avec des freins qui ne sont plus aussi endurants qu'il y a quelques heures, avec une boîte de vitesse qui craque parfois un tout petit peu, avec des organes qui ont quand même beaucoup vécu pendant 24 heures. Donc continuer à aller très vite alors qu'on peut avoir d'une part un petit handicap technique et d'autre part un petit handicap physique. Ce n'est pas très difficile pour un pilote, mais le tout est de garder la voiture sur la route et de ne pas s'arrêter comme le fait malheureusement cette petite Peugeot qui a le numéro 78 apparemment, oui, qui est donc là logée le long de la piste, ce qui pourrait poser quelques problèmes pour la Coupe du Roi. Oui, Cortals, Huard et Théus, mais nous sommes vraiment proches du terme maintenant de ces 24 heures. Tout phare allumé et elle est partie, la petite Peugeot. Ce n'était peut-être pas un arrêt de routine, elle est repartie par ses propres moyens et c'est ce qui compte pour sauvegarder la Coupe du Roi que Peugeot Talbot Belgique va remporter vraisemblablement. Il faudra encore faire quelques petits calculs, mais enfin c'est l'approximation que nous sommes en mesure de faire dans ce classement particulier. Voiture numéro 25, les dernières minutes avant le drapeau à damier, et puis l'invasion de la zone des stands. Le public est revenu très nombreux vers la zone finale de ces 24 heures. Tout au long du week-end, plus de 100 000 spectateurs. Ils étaient déjà 15 000 jeudi pour assister gratuitement, il est vrai, aux séances d'essai, aux séances qualificatives. Et de jeudi à cette fin d'après-midi, on a enregistré plus de 100 000 entrées payantes, ce qui signifie une augmentation de l'ordre de 18 à 20% par rapport aux éditions précédentes. Donc, gros succès populaire pour ces 24 heures de Spa-Francorchamps, disputées entièrement sous le soleil. Cela, il convient aussi de le souligner. Et oui, on attend maintenant l'arrivée de Fabien Giroy. D'ici quelques instants, il va aborder le dernier freinage de la chicane dans quelques secondes. Et puis, en principe, ce sera le drapeau à damier sur cette voiture. Le drapeau qui va donc s'abaisser sur la voiture numéro 25, ce tour-ci ou le suivant d'ici 1 ou 2 minutes ou un peu plus. En tout cas, ce sera la victoire pour cette BMW Schnitzer. Oui, il faudra le tour complet, les aiguilles. Il faudra 24 heures complètes pour sanctionner l'arrivée de la numéro 25 BMW Schnitzer, BMW M3.
confiée à Cecotto, Girois et Österreich, pilotes italiens, français et allemands. C'est le français qui termine, c'est Girois. Le drapeau est là, solidement agité. Elles sont terminées, ces 24 heures de Spa-Francorchamps, avec la victoire du team Schnitzer, le doublé même, puisque première et deuxième place. Fabien Girois termine victorieusement avec Cecotto et avec Österreich, et à peu près 1 minute 35 d'avance sur Marc Duet, qui va prendre la deuxième place en compagnie de Christian Danner et de Kester, donc pour la BMW numéro 24 du même team Schnitzer. Les bravos du public déjà, mais aussi les commissaires et peut-être même au-delà des ondes chez vous et partout où l'on a pu capter ces images. Oui, avec Fabien Girois qui avait quand même connu quelques problèmes de santé. Il avait pris froid cette nuit, vous voyez que c'est possible, dans la voiture alors qu'il attendait que la course redémarre. Avec le Vénézuélien Johnny Cecotto qui avait aussi, il y a 1 heure ou deux, quelques petits problèmes de santé. Il souffrait un petit peu de la chaleur, mais finalement, tout le monde a beaucoup souffert de cette température très élevée ce week-end. Mais lorsqu'on sent la victoire possible, et regardez donc la deuxième place maintenant de Marc Duet, c'est donc une certitude. Il termine deuxième de ces 24 heures de Francorchamps. Joli coup réalisé par l'Ardennais que l'on voit régulièrement dans les rallyes et qui part demain matin à Madère. Donc imaginez-vous, il ne va pas dormir beaucoup ce soir. On le connaît quand même, Marc, il va fêter ça faire la fête dignement. Et puis demain matin, il est parti pour Madère, où il va reconnaître les spéciales du rallye de Madère qu'il effectuera d'ici quelques jours afin d'assurer son titre de champion de Belgique des rallyes internationaux. Ce n'est pas couru d'avance, mais enfin, il a une bonne chance de devenir champion de Belgique. Il a quelques points à grappiller sur l'île de Madère et il y part dès demain matin 8 h. Il s'en va en compagnie d'Alain Lopez, son équipier des grandes épreuves internationales. Donc pas le temps de chômer pendant une dizaine de jours. Il va aller reconnaître les spéciales là-bas. Oui, enfin un podium pour Marc Duet, la deuxième place. Le pilote sans doute le plus éclectique que nous connaissions en Belgique, l'un des plus doués qui aurait pu toucher avec beaucoup de bonheur à chacune des disciplines particulières du sport automobile. Il a tâté un petit peu de tout, le rallye bien sûr avec bonheur, le circuit également, et je pense même qu'en monoplace il aurait pu très brillamment se défendre. Oui, tout à fait, Marc sait tout faire en sport automobile, mais il sait vivre aussi. Alors c'est vrai qu'il a une carrière parfois un peu anachronique, parfois un peu spéciale, mais je pense qu'il aura une grande carrière de pilote professionnel qu'il va pouvoir poursuivre durant de nombreuses années. Lorsqu'il travaille pour des écuries de pointe, on sait à quel point on l'apprécie dans ces diverses disciplines, et certainement sur les pistes du monde entier. Il fera sûrement encore du sport prototype, du groupe C à l'occasion. Marc, je pense que la monoplace c'est fini, c'est un peu tard, mais il y a encore des tas de moyens, des tas de façons de s'amuser et surtout de pratiquer le métier qu'on adore. La troisième place pour Biella, pour H et pour Lindström sur la Ford Sierra Cosworth numéro 2. Le match BMW face à Ford, inégal quant au nombre des participants et doublé pour BMW devant Ford. Oui, ce n'est pas tout à fait illogique. Les BMW que l'on voit beaucoup plus souvent en course, c'est normal qu'elles aient remporté cette épreuve. On est déjà très content pour Eggenberger d'amener une voiture en troisième position à l'arrivée, ce qui est très bien, avec le problème du pare-brise ce matin. C'était quand même un coup de poker d'aligner 2 Ford Sierra Eggenberger dans 2 courses seulement cette année, au Nürburgring et ici à Francorchamps. Et finalement, c'est un joli coup réussi aussi par cette écurie en troisième position. La quatrième place pour la numéro 27, pour bien sûr Jean-Michel Martin, Anne et Soper, BMW M3 à la quatrième place. Oui, Anne, Martin et Soper, ce n'est pas là de Martin, mais c'est une belle prestation quand même pour Jean-Michel. Quatrième position, il avait perdu 6 tours, on l'a dit et répété, avec ce goujon de roue. Donc quelques ennuis pour lui, c'est ce qu'il a perdu comme temps, sinon il aurait pu concurrencer Cecotto pour la victoire finale. La 29 se trouve en 5e position. La 29, elle était pilotée honneur aux dames par Hélène Laure, une pilote allemande que nous avons vue à la 2e place au Grand Prix de Formule 3 à Monaco, course que nous avions commenté et que vous avez suivi dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. C'est Engschler, un pilote allemand, qui termine la course. Il y avait aussi, ne l'oublions pas, Patrick Sloos. Oui, et Altfried Heger qui a aussi assuré quelques relais sur cette voiture, mais c'est vrai, Patrick Sloos termine donc à une bonne 5e place. C'est quand même la confirmation de la révélation de l'an dernier. Patrick Sloos, il est dans une équipe semi-officielle. Il a fait du très très bon boulot. Il a même fait une partie de mécanique ce matin ou cette nuit le long de la piste. Donc je pense qu'ils doivent être très satisfaits de lui. Et puis la pléiade de Belges sur les Porsche. Et donc c'était un petit peu prévu. Les Porsche ont le groupe
européenne dans la poche. Oui, et avec Patrick Neve en tout premier lieu. Patrick Neve avec Thierry Van Dalen et Claude Bourgoigny. Maintenant, il n'est plus question de rentrer dans la zone des stands. Le public est là massivement et proche du podium pour goûter quelques-unes des gouttes de champagne qui seront distillées sur ce podium. Christian, il y en aura 25 parce qu'il faut rappeler, 25 peut-être à peu près, mais parce qu'il faut rappeler que les classements sont nombreux, parce que les sources de participation étaient nombreuses aussi. On a un peu mélangé les genres. Ah oui, tout à fait. Il y aura beaucoup de podiums et en tout cas 25 pilotes sur tous ces podiums. C'est vrai qu'il y en aura beaucoup avec le groupe A, le groupe A allemand, c'est-à-dire le groupe DTM, le groupe N FISA, le groupe N belge. Il y aura bien sûr la Coupe du Roi. On pourrait encore organiser des podiums pour les classes, ce qui n'est pas fait pour le moment. Mais enfin, c'est vrai que si on allait jusqu'au bout du raisonnement, on pourrait en avoir une bonne vingtaine. En tout cas, c'est cérémonies qui sont sympathiques pour les pilotes, qui les apprécient quand même beaucoup. Et donc ça va encore prendre un petit peu de temps, mais je pense que le point final, on le fera sur cette magnifique victoire de Cecotto, Girois et Österreich avec le Vénézuélien, le Français et l'Allemand. Trois pilotes qui viennent de loin, notamment Johnny Cecotto, et qui vient surtout de loin sur le plan psychologique et sportif, puisque c'est un ancien motard. Fabien Girois, qui a conduit en Formule 3000, mais qui a eu un très grave accident il y a 2 ans à peu près. Ensuite, il a eu besoin de quelques mois pour retrouver la forme, recouvrer la santé, et finalement il a tout maintenant et il a pu recommencer sa carrière dans les épreuves de tourisme. Et Marcus Österreich, un produit de la filière BMW. Musique et ambiance en attendant le podium. Le moment de vous dire aussi que la victoire revient à une voiture de ce que l'on appelle le groupe A, c'est-à-dire ce sont les normes de l'ancien championnat du monde de tourisme. Ce sont des voitures produites à moins de 5000 exemplaires, donc travaillées très sérieusement par rapport à la voiture de série. Ah oui, tout à fait. Ces voitures que l'on voit dans le championnat d'Allemagne principalement, la 25 et la 24, n'ont pas grand-chose à voir avec des BMW M3 de tous les jours. Déjà qu'une BMW M3 n'a pas grand-chose à voir avec la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. C'est vrai que ce sont des voitures très puissantes, plus de 300 chevaux, et ce sont de véritables monoplaces carrossées. On a l'habitude de dire que la M3 était une voiture conçue par BMW pour la course en circuit, une voiture compacte, très très rapide, très bien équilibrée, une véritable monoplace à laquelle on aurait ajouté une carrosserie. C'est vraiment un bon produit pour la course automobile. C'est une voiture sans turbocompresseur, notons-le. Oui, et voilà, le podium mobile tout d'abord, avec tous sourire, bien sûr, Marc Duet qui rejoint avec Girois, avec Biella, le podium définitif. Salut au passage à Marc Duet qui passe là tout auprès de nous, et de l'autre côté, tout au bout de la piste, l'encombrement maintenant aussi des voitures que l'on a rangées là avant de franchir la ligne. On n'est peut-être pas allé jusqu'au bout, mais les flonflons des blancs moussis sont là pour assumer l'ambiance totale. Il ne faut pas l'oublier, quelque peu terni par l'accident mortel dont a été victime Guy Renard, et il convient d'y penser, convient d'y réfléchir, en soulignant encore une fois, Christian, que seule la fatalité était là en cause. Oui, tout à fait, seule la fatalité était au rendez-vous de cette voiture qui tapait les rails au sommet du raidillon à gauche et à droite, et qui a été percutée par 2 autres véhicules avant que cela ne se transforme en brasier. Cela a mis 15 ou 20 secondes, et bien entendu il n'y avait plus rien à faire pour sauver le malheureux pilote qui en était à cette toute première 24 heures de Francorchamps. On l'avait vu aux 24 heures de Nürburgring il y a quelques années, mais enfin c'est malheureusement un des aspects du sport automobile. Le classement, on l'a donné et redonné, les 2 BMW Schnitzer, donc Richard, aux 2 premières places. Oui, et maintenant la longue montée vers le podium. Je pense que c'est un instant que Girois, Duet et Biella avec leurs équipiers vont savourer pleinement, le cérémonial qu'il convient de vivre jusqu'au bout, j'imagine, pour mettre le point d'orgue à cette fête de famille qui fait aussi un petit peu tragédie dans un certain sens, mais hélas, il ne faut pas perdre de vue que la compétition automobile reste une compétition à risque, une compétition dangereuse, et nous aurons dans quelques moments sur le podium Pierre Robert pour vous proposer un interview de Girois et bien sûr aussi de Marc Duet. Profitons des quelques flonflons des blancs moussis avant l'arrivée là des lauréats de ces 24 heures de Spa
Spa-Francorchamps. On vous les rappelle au total: Cecotto, Girois et Österreich pour la victoire, Danner, Duet, Kester pour la deuxième place, et puis Biela, H et Lindström pour la troisième place. Johnny Cecotto, ancien champion du monde de moto-vitesse, qui fait aussi pilote de Formule 1. Fabien Girois, qui se distingue dans les épreuves de tourisme en France. Vous avez souligné un petit peu aussi sa carrière un peu éclectique. De même, Österreich, lui, porte un nom autrichien, mais il est allemand en réalité. Lui, c'est vraiment le spécialiste des courses allemandes et des courses d'endurance. Oui, et des courses en monoplace également. On l'a vu en Formule 3, Marcus Österreich, mais vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés en monoplace, même pour des pilotes qui ont de grandes carrières et qui ont de grands formats, qui sont tout à fait capables d'aller très loin. Il n'y a pas de place pour tout le monde, et c'est vrai que certains d'entre eux ont été repris sous la coulpe de certains constructeurs allemands qui font beaucoup pour leurs jeunes produits. Et ça a été le cas aussi d'Eric Van de Poel. Autrefois, il faut bien le dire, c'est BMW qui lui a permis de poursuivre sa carrière. On l'a vu avec Frank Biela chez Mercedes, on le voit avec Österreich, on l'a vu avec Steve Sauber également, le Britannique, qui a été repris par BMW. On le voit avec d'autres comme Cecotto. Enfin, tous ces pilotes qu'on a l'habitude de voir aux 24 heures de Francorchamps lorsqu'ils n'ont pas de débouché en Formule 1, en Formule 3000 ou en Formule 3, lorsqu'ils n'ont pas d'opportunité en sport prototype, ils peuvent encore venir dans ces courses-ci. Et c'est pourquoi on insiste fort pour qu'il y ait à l'avenir à nouveau un championnat d'Europe des voitures de tourisme. Nous en sommes quelque part orphelins. Les 24 heures de Francorchamps se sont bien déroulées sans ce championnat d'Europe, mais il y a beaucoup de pilotes sur le marché qui sont à la recherche de volants et pour lesquels les carrières ne sont pas faciles pour l'instant. Il faut souligner encore le fait que 30 voitures seront classées au terme de ces 24 heures. Elles étaient 68 au départ. Il y en a quelques-unes qui ont été éliminées au terme des séances de qualification de jeudi et de vendredi. Il y a aussi quelques voitures qui ont été éliminées rien que sur l'inscription. C'est dire, Christian, s'il y avait plus d'une centaine de candidats, voitures en tout cas, pour participer à ces 24 heures. 24 heures qui ne comptent pour rien, mais l'essentiel est tout de même d'y participer. L'essentiel est d'être là, de participer à la plus grande épreuve réservée aux voitures de tourisme. Ce sont quand même les voitures qui se rapprochent le plus de celles que nous conduisons tous les jours. Donc il y a un réflexe qui est possible, une analogie totale entre les voitures que nous conduisons et ces voitures-ci. Donc c'est vrai que ce sont les voitures qui ressemblent au public qui les regarde, et c'est pour cela aussi qu'elles ont un grand intérêt auprès des gens qui sont venus, des très nombreux spectateurs. Vous l'avez dit, Richard, je pense près de 100 000 personnes tout au long du week-end ici. C'est énorme. Voilà les premiers. Johnny Cecotto qui enlève ses lunettes. Marcus Österreich à côté de lui et Fabien Girois qui apparemment est le plus petit. Fabien Girois donc à gauche de l'image. Les vainqueurs de ces 24 heures et qui succèdent donc au palmarès de cette compétition d'endurance, qui succède à Brancatelli, Schneider et Percy qui étaient là à leur place l'an dernier. 24 heures de Spa-Francorchamps, rénové depuis 1964 lorsque Krevitz et Gosselin sur une Mercedes 300 l'avaient emporté. Aujourd'hui, la victoire est BMW. Elle était Ford Sierra l'année précédente, et auparavant il y avait beaucoup de victoires BMW. Faut remonter à 1984 pour saluer un succès de Jaguar avec Walkinshaw, Heyer et Percy. Première place donc pour la numéro 25 de Cecotto, Girois et Österreich. Et nous passons chez les deuxièmes là. Nous sommes là avec les deuxièmes pendant que retentissent les hymnes nationaux. Eh bien, la deuxième place, d'abord notre Marc Duet national, marqué, c'est le cas de le dire, mais heureux quelque part au fond de lui, heureux d'être là, enfin sur le podium. Marc Duet avec Christian Danner et Dieter Kester. Dieter Kester que nous avions à l'image, très heureux, souvent sur le podium, déjà 2 victoires à Francorchamps, beaucoup de victoires, ancien pilote de Formule 2 dans les années 1970, sa carrière très liée à BMW depuis qu'il court en voiture de tourisme, c'est avec BMW. Et puis Christian Danner que nous n'avons pas vu pour le moment sur le podium. Voilà, oui, il est dans le fond, là-bas, Christian Danner, il est très grand, c'est un pilote allemand qu'on a vu autrefois en Formule 1. Et puis la troisième place, occupée par la Ford Sierra Cosworth de Biela,
de H et de Lindström, deux pilotes allemands et un Suédois. H, Lindström et Biela dans l'ordre. Et puis là, Marc Duet qui jette ses fleurs avec Dieter Quester en sa compagnie et Christian Danner. Et puis là, nous retournons vers notre ami Pierre Robert, sans doute d'ici quelques instants, Richard. Oui, Pierre Robert intervient évidemment sur le podium lorsqu'il le souhaite, sans doute pour nous proposer Fabien Girois et Marc Duet pour leurs impressions finales, impressions après la victoire. Raymond Thibault qui se trouve dans la foule, lui aussi un des personnages clés dans ces 24 heures de Spa-Francorchamps, mais au pied du podium, au cœur de l'orchestre. Et Pierre Robert, si vous avez la possibilité d'intervenir maintenant au terme de cette petite cérémonie, eh bien le micro est à vous bien sûr pour saluer le succès de Girois et ses équipiers, la deuxième place de Duet et de ses équipiers. Oui Richard, dans quelques secondes, je vais attendre que Fabien Girois descende du podium pour l'interview avec lui. Non, normal. Voilà, on va attendre encore maintenant Marc Duet. On va attendre que Fabien Girois, un petit clin d'œil complice. Très heureux également de cette victoire. Voilà, Fabien, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ce sont des sourires qui se répondent, mais en tout cas, il y a de l'admiration dans le regard. Je vais en profiter tant qu'il est sur le podium, Fabien Girois. Superbe cette victoire. Ouais, ça a été dur, très dur cette année, je pense, parce qu'il a fait chaud tout au long du week-end. Mais ça a été une super course quand même. Pas eu de moments de frayeur en ce qui vous concerne, les deux BMW Schnitzer, le doublé, c'est surprenant. Non, franchement, les voitures, les BMW ont marché jusqu'au bout. Enfin, on a vraiment eu une très bonne équipe, des très bonnes autos et la preuve, premier, deuxième, je pense que c'est vraiment une réussite pour BMW, pour l'équipe. D'une manière comme une autre, d'oublier la déception du team Schnitzer aux 24 heures du Nürburgring. Oui, enfin, c'est clair que les 24 heures du Nürburgring ont été une série noire pour les deux voitures. Maintenant, on oublie ça parce que je pense que les 24 heures de Spa, c'est quand même la course la plus importante. Pour vous, vous viendrez l'année prochaine, Fabien? On vous reverra à Francorchamps l'année prochaine. Absolument. Merci Fabien. Dans quelques secondes, Marc Duet qui est interviewé par mon confrère Benoît Galland pour le circuit. Donc dans quelques secondes, Richard, l'interview de... Non, eh bien non, je vais la voir immédiatement. Marc, s'il vous plaît. On va dégager le podium, un peu de... Quelques petits problèmes, mais nous allons voir, voilà, Marc Duet qui vient à notre micro. Alors Marc, la deuxième, la plus mauvaise, mais votre meilleur résultat depuis que vous participez aux 24 heures? Un résultat d'équipe, d'écurie, c'est le plus beau résultat. Un peu terni par un accident mortel cette nuit. Mais sinon, c'est fantastique. Je suis très heureux de faire partie d'une équipe de professionnels comme ça. Et très fier de participer au succès et je suis vraiment très heureux. À l'attaque dans le dernier relais pour éviter un retour éventuellement de la Ford Eggenberger. Les premiers au dernier mètre, on n'a pas levé et ça a été très difficile. Alors maintenant, le programme de Marc Duet, on repart demain matin vers d'autres horizons? Je pars à Madère demain matin pour préparer le rallye qui aura lieu dans 12 jours. Et je pense pas encore tout de suite à mon rallye, mais j'aurai le temps demain. On va fêter ça dignement ce soir, Marc. J'espère, oui. Ok, merci Marc Duet. Marc Duet et Fabien Girois qui quittent maintenant le podium. Donc ce sera également notre conclusion, Richard. Donc victoire et doublé des BMW Schnitzer ici à Spa-Francorchamps pour ces 24 heures 1990 et troisième, la Ford Eggenberger. Oui, voilà donc le podium. Merci à vous Pierre Robert d'avoir été un petit peu bousculé peut-être tout au long de cette épreuve dans les stands et même surtout, je pense, sur le podium, le classement final, les 468 tours accomplis par l'équipe qui gagne ces 24 heures, c'est-à-dire par Girois, Cecotto et Österreich avec 1 minute 21 d'avance. C'est le dernier pointage effectivement sur l'équipage de la numéro 24, Danner, Duet et Quester pour les prendre dans l'ordre, et 2 minutes 18 sur la numéro 2, la Ford Cosworth de Biela, H et Lindström, 6 tours d'avance sur les poursuivants
poursuivant. Et je crois, Christian, tout en respectant la minute de silence qui fut observée sur le podium en mémoire de Guy Renard qui a trouvé la mort cette nuit à minuit 15 sur le sommet du Raidillon et qui a touché tout le monde, tous les pilotes et nous aussi, en parlant même, on a quand même encore quelques émotions et quelques frissons pour ce qui s'est passé, qui aura terni quelque part ces 24 heures, mais c'est la course et je pense que ceux qui prennent le départ de la course savent d'abord les risques qu'ils courent et sont les premiers à dire que la course doit continuer, quoi que d'aucuns puissent en penser. Je crois 24 heures de Spa Francorchamps pour ce qui est du verdict sportif, tout à fait conforme aux prévisions. Oui, tout à fait conforme avec la victoire de la rigueur, de la fiabilité, de l'organisation, de l'expérience, que ce soit en groupe A ou en groupe N, avec Neve au centre, Bourgoigny à gauche, Van Dalen à droite. Premier en groupe N, une très belle victoire pour là aussi la fiabilité des Porsche et des pilotes. Et un jeune pilote avec deux moins jeunes, il faut le dire, et qui signe chaque fois un retour spectaculaire pour ce qui concerne Claude Bourgoigny dans le cadre de cette épreuve des 24 heures. Patrick Neve qui fut en Formule 1 avant Thierry Boutsen, c'est lui qui a fait le lien entre Jackie X et Thierry Boutsen et on écoute aussi respectueusement cette Brabançonne-là. Voilà les hymnes et aussi les flonflons des Blancs-Moussis pour clôturer quelque part en fanfare cette émission des 24 heures. Je tiens aussi à remercier Christian Lahaye qui a été à nos côtés tout au long de ce week-end, qui fut aussi au micro pour le public et qui se trouve maintenant bientôt à sa machine à écrire pour les lecteurs de la dernière heure Les Sports. On reprendra la route, Christian, très bientôt pour le prochain rendez-vous que nous vous proposons sur les antennes de la RTBF. Ce sera le Grand Prix d'Allemagne avec les essais samedi et la course dimanche. Un grand merci aussi à l'ensemble des équipes techniques qui ont œuvré ici à Spa Francorchamps. J'espère que la joie fut partagée de part et d'autre de l'écran. En tout cas, pour nous, c'est le point final d'une grande fête avec une émotion, un souvenir triste, mais c'est la réalité de la vie, je crois qu'il faut le dire, et que pour le reste, eh bien, nous y songerons respectueusement et on réfléchira à la suite des événements. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces reportages. À très bientôt donc. Numéro 57, Odor, Williams et Weber. Sur la 55, Fukuyama, Adori et Vernet. Et sur la 56, filmez plutôt l'ensemble de Perform,